Une trêve pour le Noël orthodoxe. Vladimir Poutine appelle à un cessez-le-feu de 36 heures en Ukraine, répondant à une demande du patriarche Kirill. Les funérailles de Benoît XVI ont été célébrées ce jeudi au Vatican. Le cercueil de l'ancien pape a été inhumé dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite officielle au Maroc, alors que le pays est cité dans un scandale de corruption au Parlement européen. Le Kremlin décrète un cessez-le-feu de 36 heures en Ukraine à l'occasion du Noël orthodoxe. Vladimir Poutine a ainsi répondu à l'appel du patriarche de l'église orthodoxe russe, Kirill. Le président russe a chargé le ministre de la Défense d'introduire un régime de cessez-le-feu à partir de vendredi midi et jusqu'à minuit dimanche. Mais avant l'annonce du Kremlin, l'appel du patriarche avait déjà été rejeté côté ukrainien. Un conseiller de la présidence, Mikhailo Podolyak, a qualifié sur Twitter cet appel à la trêve de piège cynique et d'éléments de propagande. Lors d'un appel téléphonique ce jeudi, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait aussi exhorté son homologue russe à mettre en place un cessez-le-feu unilatéral en Ukraine. Il s'agissait selon lui de soutenir la mise en place de pourparlers de paix entre Moscou et Kiev. Mais si Vladimir Poutine a bien décrété une trêve, il rejette toujours l'idée de négociation, à moins que l'Ukraine accepte ce qu'il nomme la prise en compte des nouvelles réalités territoriales. Les Ukrainiens, eux, sont bien décidés à ne rien céder. Encouragés par les revers de leur puissant agresseur, ils se préparent à résister à une possible nouvelle incursion depuis le Bélarus. Le chef du renseignement militaire ukrainien Kirilo Boudanov a déclaré que les forces ukrainiennes ont l'intention de lancer une contre-offensive majeure dans toute l'Ukraine au printemps 2023. Boudanov a déclaré dans une interview avec ABC News qu'il s'attend à ce que les combats soient les plus intenses en mars 2023 et que l'armée ukrainienne planifie une grande poussée au printemps qui libérera le territoire de la Crimée au Donbass et infligera les dernières défaites à la Fédération de Russie. Les responsables ukrainiens ont précédemment indiqué que les forces ukrainiennes tenteront de maintenir l'initiative par une série de contre-offensives continues et ultérieures au cours de l'hiver 2023. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, cette contre-offensive ukrainienne majeure, apparemment prévue au printemps 2023, ne serait pas exclusive avec les opérations de contre-offensive ukrainienne qui se poursuivent cet hiver et qui peuvent être utilisées pour créer les conditions d'une contre-offensive plus importante au printemps. Voilà les lieux où les principales opérations ukrainiennes sont en cours. Les forces russes ont poursuivi des contre-attaques limitées pour regagner les positions perdues le long de la ligne Stavov et Kremina. Elles ont également poursuivi les attaques terrestres autour de Bakhmout. L'état-major ukrainien a signalé que les forces ukrainiennes ont repoussé les attaques terrestres russes au nord de Bakhmout, près de Krasnaohra, au nord-est de Bakhmout, près de Soledar, et au sud de Bakhmout, près de Mayorsk. Les forces russes ont continué à reconstituer leurs capacités et à mener des opérations défensives dans la région de Kherson. Le ministère russe de la Défense a publié des images des forces russes défendant la rive est du fleuve Dniepr. L'Institut américain pour l'étude de la guerre n'a pas observé de faits indiquant que les forces ukrainiennes ont l'intention d'arrêter les opérations de contre-offensive cet hiver afin de mener une contre-offensive majeure au printemps. Boudanov a déclaré qu'il y aurait de nouvelles frappes de plus en plus profondes à l'intérieur de la Russie, mais a refusé de commenter l'implication de l'Ukraine dans les précédentes frappes sur les zones arrières de la Russie. Le cercueil en cyprès de Benoît XVI acheminé sur l'esplanade de la place Saint-Pierre, le cœur du Vatican. Environ 50 000 fidèles ont assisté ce jeudi aux funérailles de l'ancien pape allemand décédé samedi à l'âge de 95 ans. Dans l'assistance, des milliers de cardinaux, d'évêques et de prêtres et pour la première fois dans l'histoire de l'Église, un souverain pontife présent aux obsèques de son prédécesseur. En face, plusieurs dirigeants étrangers et têtes couronnées venus écouter l'homélie du pape François. Benoît, que ta joie soit parfaite en entendant la voix de Dieu, définitivement et pour toujours. À l'issue de la cérémonie, le cercueil de Benoît XVI, sur lequel avait été placé un évangile ouvert, a rejoint la basilique Saint-Pierre. Il a été inhumé dans la crypte où reposait son prédécesseur Jean-Paul II jusqu'à sa béatification en 2011.
Benoît XVI, dont le pontificat avait été marqué par plusieurs controverses, restera notamment dans l'histoire comme le premier pape ayant démissionné depuis le Moyen-Âge. Les allégations de corruption au Parlement européen ont assombri la première visite du haut représentant de l'Union européenne au Maroc. Selon les rapports de presse, à côté du Qatar, le Maroc a également tenté d'influencer la prise de décision au Parlement européen par des moyens illégaux. Dernièrement, la justice belge a demandé la levée de l'immunité d'un député européen italien, Andrea Cosolino, qui est le président de la délégation du Parlement européen en charge des pays du Maghreb. Lors de la conférence de presse qui a suivi les discussions, le ministre marocain des Affaires étrangères a rejeté toutes les allégations. Ce partenariat fait face à un harcèlement juridique continu. Ce partenariat fait face à des attaques médiatiques répétées. Ce partenariat fait face aussi à des attaques dans des institutions européennes et notamment au sein du Parlement à travers des questions dont le Maroc est l'objet. Ces dernières années, l'Union européenne et le Maroc ont conclu des accords importants et parfois controversés, comme par exemple celui sur la pêche, qui est toujours en instance devant la Cour européenne de justice. Et dans le cadre du scandale de corruption, il y a également des allégations selon lesquelles certains députés européens ont tenté de minimiser les violations des droits de l'homme dans ce pays d'Afrique du Nord. La position de l'Union européenne est claire. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour la corruption. Zéro tolérance pour ça. Nous devons attendre les résultats des investigations en cours de la part des autorités judiciaires qui doivent amener toute clarté sur ces événements et nous attendons la pleine collaboration de tout le monde dans cette enquête. Le haut représentant a félicité le Maroc pour avoir condamné les annexions illégales de provinces ukrainiennes par la Russie. Josep Borrell a déclaré que l'Union européenne a presque éliminé sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Les médecins généralistes ont manifesté ce jeudi à Paris, point d'orgue d'un mouvement de grève entamé après Noël pour réclamer un doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 €. Objectif, créer un choc d'attractivité pour un métier qui peine aujourd'hui à séduire les jeunes, ce qui risque d'aggraver la problématique des déserts médicaux. Dans un récent rapport, 11% des Français âgés de plus de 17 ans n'ont pas de médecin traitant attitré. Le gouvernement a critiqué ce mouvement alors que les services d'urgence sont débordés par une triple épidémie de grippe, Covid et de bronchiolite. Après les Beatles, Queen ou encore David Bowie, c'est au tour d'Iron Maiden d'avoir le droit à sa collection de timbres. La poste anglaise, la Royal Mail et le groupe de rock l'ont annoncé ce jeudi sur Twitter. Chacune des 12 images a été soigneusement sélectionnée, retraçant les moments clés de la carrière des musiciens. Il y a même une place spéciale réservée à leur légendaire mascotte Eddie. Les timbres seront disponibles à la vente à partir du 12 janvier prochain. Chaque début d'année, Helsinki s'illumine pour son Lux Light Festival. Plus de 30 installations cette année, mais l'une attire particulièrement l'attention. En plein centre de la capitale finlandaise, plusieurs carcasses de voitures détruites par la guerre en Ukraine ont été exposées. Les épaves de voitures ont été récupérées et acheminées d'Ukraine vers la Finlande par le designer tchèque Maxim Velkovski. Il y a 4 voitures. À côté de chaque voiture, il y a une histoire sur cette voiture et son propriétaire. Elles sont toutes un peu différentes. Elles racontent comment cette voiture a été une partie importante de la vie quotidienne de son propriétaire et comment soudainement elle a brûlé. Pour moi, ces voitures ne sont que des symboles et aussi pour l'artiste. Elles pourraient tout aussi bien être des bicyclettes ou autre chose. Elles illustrent en tout cas comment la vie quotidienne peut soudainement s'effondrer. Intitulée La possibilité physique de la mort dans l'esprit de quelqu'un de vivant, cette installation frappe les esprits des spectateurs. À mon avis, cela ne peut évoquer qu'une seule émotion,
celle d'une tristesse intense. Et c'est formidable qu'une œuvre qui pousse à la réflexion a été présentée cette fois-ci à ce festival d'art lumineux. Tout le monde peut profiter gratuitement des expositions en plein air. Le Lux Helsinki Light Festival se prolonge jusqu'au dimanche 8 janvier.